Va-t-on vivre une version de la crise des subprimes à la chinoise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au cœur du problème, l'immobilier en Chine. Il représente 70% de la richesse des foyers, alors que l'équivalent n'est que de 54% en France. Et le secteur immobilier a de gros problèmes, car la forte demande des ménages a conduit à la création d'un schéma de Ponzi presque parfait. La pyramide de Ponzi, c'est une arnaque financière déguisée en système marketing. Elle a été rendue célèbre par Charles Ponzi dans les années 1920 aux États-Unis. Et c'est dans le presque que réside toute la difficulté, puisqu'on fait face à des constructeurs qui sont en faillite ou en quasi-faillite, des chantiers qui ne sont pas terminés, des Chinois qui ont fait des dépôts d'argent pour obtenir des logements qui du coup arrêtent leur paiement, leurs comptes bancaires pour certains ont été gelés, leurs passes sanitaires ont été désactivés pour qu'ils ne puissent pas aller manifester et il y a malgré tout des Chinois qui protestent d'avoir leur compte bancaire bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut avoir des conséquences internationales? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite. Vous allez rejoindre un groupe de plus de 60 000 personnes dans lesquelles je partage mes idées pour que vous puissiez créer et développer votre liberté financière et des revenus passifs intelligemment. J'en avais parlé sur cette chaîne il y a quelques mois. Evergrande, qui est un des plus gros constructeurs chinois, s'est retrouvé en défaut de paiement. On a attendu sa faillite, mais celle-ci n'a pas eu lieu grâce à l'intervention de l'État. À cette époque, beaucoup ont fait la comparaison avec évidemment ce qui s'est passé avec Lehman Brothers aux États-Unis, qui a précipité la crise des subprimes. New York hier soir. Après un week-end de tractation, la nouvelle tombe. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. Il faut savoir qu'en Chine, le taux d'accession à la propriété est de 90%, contrairement à la France et aux États-Unis où ce taux est à peu près de 65%. C'est donc très important pour les Chinois d'être propriétaires de leur résidence principale. Et globalement, les Chinois préfèrent investir dans l'immobilier plutôt qu'en bourse parce qu'eux-mêmes sont conscients que le marché boursier chinois reste encore opaque et les pratiques, notamment comptables, ne sont pas toujours celles de qualité internationale, ce qui ne donne pas confiance pour investir dans le marché boursier. D'ailleurs, on peut regarder l'indice de Shanghai qui, malgré le triplement du PIB chinois depuis 2008, l'indice de Shanghai, de la bourse à Shanghai, lui, n'a pas retrouvé son pic initial. Alors tout cet engouement a créé quelque chose de très simple qui se traduit sur les prix de l'immobilier en Chine, là où le ratio entre le prix des logements et les revenus est d'environ 12 en France, alors qu'en France il y a déjà beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer des prix élevés qui écartent de l'accès à la propriété de nombreux ménages, ou en tout cas des ménages qui doivent acheter des surfaces plus petites. Eh bien en Chine, ce ratio est de 38. Pour la ville de Shanghai, il monte même à 50. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 25 000 € annuels, eh bien, il faudrait qu'il demande un financement à la banque de plus de 1 million d'euros pour acheter son logement. Et là où est le problème, c'est que l'immobilier, le secteur de l'immobilier, pèse environ 30% dans l'économie chinoise, donc il a un très fort poids. Et quand vous prenez tous ces facteurs, eh bien, il n'a pas fallu longtemps pour que des systèmes quasi Ponzi et pyramidaux soient mis en place. Et je vous rappelle que la définition d'un système de Ponzi, c'est simplement lorsque la rémunération des clients existants provient des fonds des nouveaux clients. Donc un effet d'emballement. Alors comment tout ça a été possible? C'est simplement que les promoteurs qui construisent les logements vont, pour démarrer la construction de logements, demander aux propriétaires accédants de payer une partie de la somme. Et en caissant cet argent-là, ils vont commencer les travaux. Et là où le bas blesse, c'est qu'ils ne terminent pas les travaux, ils enchaînent ce genre de pratique sur de nouveaux projets, donc ils encaissent de l'argent et en fait on s'est tout simplement rendu compte que l'argent qui était versé par le client pour le bâtiment A servait à construire une partie du bâtiment B et ainsi de suite, d'où l'effet Ponzi. Ce qui fait que Evergrande s'est retrouvé à la tête de 1300 projets dans 280 villes, même à l'échelle de la Chine, c'est énorme. Le problème des systèmes de Ponzi, c'est que c'est une fuite en avant et que tôt ou tard, une fois que cette machine-là est enclenchée, le système est voué à s'effondrer tôt ou tard,
puisque n'importe quel souci opérationnel, le fait de ne pas encaisser autant d'argent que d'habitude, va faire qu'on ne va pas pouvoir remplir les promesses qui ont été faites, soit en termes de construction, soit en termes de taux proposés, et que donc le système va s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle en Chine, vous allez trouver beaucoup d'immeubles pas terminés ou de villes quasi fantômes. Un petit peu ce qu'on a eu à l'aube de la crise immobilière en Espagne. Et en 2021, accrochez-vous bien, en Espagne, il y a encore 450 000 unités de biens qui sont soit neufs, soit pas terminés et qui ont été abandonnés. Et les banques chinoises sont exposées à près de 10 milliards de dollars de dettes dans le secteur immobilier en Chine. À titre de comparaison, le secteur de la crypto-monnaie, c'est environ 1000 milliards et c'était 2000 milliards lorsque le marché se portait bien. Mais vous voyez qu'il y a un facteur de 1 à 10 entre la dette des banques pour l'immobilier en Chine et le secteur entier de la crypto-monnaie. Donc tout ça se passait très bien et tout ça fonctionnait encore. Et le petit caillou dans la chaussure du système de Ponzi, ça a été évidemment la pandémie. Donc ça a fait qu'il y a eu des paiements que les Chinois n'ont pas pu honorer, ce qui a fait que les projets ont été ici ralentis, je vais l'expliquer dans la vidéo dans Evergrande, et ce qui fait qu'il y a des dizaines de promoteurs qui se sont retrouvés en cessation de paiement. Qui dit cessation de paiement dit projet évidemment non terminé, puisque quand le promoteur est en faillite, il ne va pas terminer la construction des logements qu'il a entamés. Ce faisant, ceci a des effets puisque ne terminant pas la construction des logements, il y a des personnes qui se retrouvent à devoir rembourser des emprunts pour des logements qu'ils n'ont pas. Sachant que 80% des acquisitions qui sont faites avec un crédit, les banques se retrouvent avec le problème, comme toujours, c'est-à-dire à force de prêter dans des conditions qui ne sont pas forcément toujours les meilleures. Lorsqu'il y a le système se grippe, c'est la banque au final qui doit gérer le problème. Donc là, la banque se retrouve à devoir faire face à des promoteurs qui ne remplissent plus leurs obligations et en face, elles ont prêté de l'argent sur la base d'un actif qui n'est pas terminé, qui n'a pas donc la valeur marché qui était espérée. Et donc l'emprunteur, le chinois de base qui se retrouve lui à devoir rembourser un logement qu'il sait qu'il n'aura pas, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de rembourser. Donc on se retrouve avec des banques qui du coup vont geler les avoirs bancaires de leurs clients qui ne remboursent plus leurs prêts. Le client, lui, n'est pas content, évidemment, donc ça a entraîné des manifestations en Chine assez importantes, répétées à différents endroits dans le pays. Et ça a créé même une espèce de mouvement de boycott, de remboursement, tout simplement. Ça touche à peu près 320 projets dans le pays. Donc c'est pas beaucoup par rapport à l'échelle des projets en Chine, mais c'est quand même significatif pour que même la presse en parle. Et pour vous faire une idée de l'ampleur des dégâts, l'année dernière, les promoteurs chinois ont enregistré une perte de 90 milliards de dollars. Donc Evergrande, c'était que le début. Il y a aussi récemment 4 promoteurs qui ont été retirés de la bourse à Hong Kong. On peut citer les noms. Il s'agit de Sumac, Kaisa Group, China Awan et Shimao Group. Et il y a plus de 60 promoteurs qui cumulent 13 milliards de dettes qui arrivent à échéance cette année. Évidemment, la confiance des ménages a chuté énormément, les ventes de logements ont chuté de 35% et les perspectives sont tout simplement mauvaises. Mais évidemment, tout ça aurait causé une crise financière sans précédent si c'était arrivé dans un pays occidental, mais là, nous sommes en Chine. Et là, ce que je vais vous dire, ça va peut-être relativiser l'effondrement du secteur immobilier en Chine. Déjà, en août 2020, le gouvernement a été intervenu pour poser des critères visant à encadrer le développement, le taux de croissance possible des sociétés immobilières en fonction de leur santé financière. Les 3 critères sont 1. Le ratio de liquidité qui doit être supérieur à 70%, le ratio d'endettement qui doit être inférieur à 100%, et le dernier, le ratio de trésorerie qui doit être inférieur à 1. Et donc si une entreprise respecte ces 3 critères, elle peut avoir un taux de croissance de son passif de 15%. Si on n'en respecte que 2, c'est 10%, si on ne respecte qu'un, c'est 5%. Donc vous voyez que le gouvernement intervient et fixe les règles du jeu, en tout cas resserre un petit peu la vis. Il est aussi intervenu pour payer jusqu'à 15 000 $ aux petits porteurs qui avaient des comptes dans des petites banques qui se sont plantées, qui ont fait faillite et qui ne pouvaient plus rendre l'argent à leurs clients. Donc le gouvernement est intervenu là. Il est intervenu en mettant en place un plan de sauvegarde à hauteur de 44 milliards d'euros aussi pour le secteur immobilier.
Il faut aussi comprendre que le secteur économique globalement en Chine, même si on nous présente la Chine comme étant l'économie la plus dynamique du monde, l'usine du monde et tout ce qu'on veut, malgré tout, il y a un taux de chômage chez les jeunes observé qui est de 20%, ce qui est considérable, même comparé aux économies occidentales. Et il se passe également plusieurs choses avec la Chine. La première des choses, c'est que la Chine détient énormément d'or. C'est probablement aujourd'hui dans le monde le pays qui a les plus grosses réserves d'or, qui sont estimées à plus de 12 000 tonnes, parfois plus par certains experts. Donc c'est considérable et c'est bien plus que tous les pays dans le monde. Donc ça leur confère évidemment une certaine confiance dans la valeur de leur devise. De plus, la Chine, c'est un grand pays et elle possède énormément de ressources naturelles, ce dont manquent cruellement les pays occidentaux et particulièrement en Europe, où on n'a pas beaucoup soit de pétrole, de gaz ou de métaux précieux ou de métaux rares. Enfin, dernier point très important, c'est que la dette chinoise est majoritairement et essentiellement détenue par les Chinois. Donc il n'y a pas de créancier extérieur qui peut faire pression. Tout ça fait qu'on assiste à une guerre économique entre l'hégémonie du dollar et la Chine et probablement les autres pays derrière qui essaient de créer une devise alternative. Et c'est bien de ça dont il s'agit en réalité. Tous ces éléments font que la Chine a de grandes latitudes pour gérer son économie. Elle pourrait décider de nationaliser certains promoteurs. Il n'y a personne qui en serait choqué. C'est des choses qui ne sont pas envisageables dans une économie occidentale. En plus, la Chine a une autre faculté que l'on a pu voir s'exprimer très récemment, c'est qu'elle a baissé ses taux directeurs, ses taux d'intérêt. La plupart des économies européennes et développées montent les taux pour essayer de baisser l'inflation. En Chine, l'inflation est assez élevée, mais elle est sans commune mesure avec ce qu'on voit dans nos pays. Elle serait à peu près 2 fois plus faible que ce qu'on voit ailleurs. Donc elle peut se permettre de baisser ses taux, et elle peut se permettre de baisser ses taux parce que derrière, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin d'aller emprunter sur les marchés mondiaux, comme peut le faire par exemple la France, qui dépend de la qualité de sa gestion et de plein de critères, et qui doit faire bonne figure. Ce n'est pas le cas de la Chine. Alors, est-ce que ces problèmes sino-chinois vont contaminer le monde entier telle une seconde pandémie? Donc là, on sera sûr d'où elle vient, sans vouloir faire de mauvaises blagues. Eh bien, la question reste entièrement ouverte parce que tout est tellement ramifié dans l'économie qu'il est parfois évidemment difficile d'anticiper ce qui peut se passer. Mais en tout cas, l'effondrement auquel on est en train d'assister et qui va probablement continuer ne va pas automatiquement avoir des répercussions internationales sur les économies en tout cas, mais elle peut avoir une conséquence assez certaine qui là va plutôt être positive pour nous. L'une des principales conséquences auxquelles on peut s'attendre, c'est que les chantiers ralentissant en Chine, voire s'arrêtant énormément, il va y avoir donc une demande en matières premières. Ils vont peut-être arrêter de nous acheter notre bois, ils vont peut-être arrêter de produire, d'avoir besoin d'autant de béton, de métaux et de tout ce que vous pouvez imaginer dans la construction, ce qui fait que peut-être que ça fera baisser le prix des matériaux dans la construction. Évidemment, dans cette guerre internationale, les États-Unis demandent à ce que les entreprises chinoises soient plus transparentes sur leurs comptes, puisqu'il y a, vous l'avez peut-être entendu aussi, des entreprises chinoises qui étaient cotées, qui étaient listées sur les marchés américains, qui ont été délistées, car elles ne voulaient pas répondre aux questions du gendarme de la bourse américaine. Et il y aurait 300 entreprises chinoises et hongkongaises qui représentent une capitalisation de 2400 milliards de dollars, qui seraient possiblement radiées de la bourse américaine pour les mêmes raisons. Alors quelle forme prendra cet effondrement du marché immobilier en Chine? Est-ce que ça aura des conséquences sur la situation à Taïwan, sur les mouvements que pourraient être amenés à faire les États-Unis vis-à-vis de Taïwan, profitant de difficultés internes en Chine? On le verra, on va découvrir ça ensemble, mais en tout cas, vous aurez été prévenus.